parlons d'impact à présent, les stratégies à impact, avec une question pas évidente. Comment intégrer au mieux les pays émergents et les actifs émergents dans ces stratégies tournées vers l'impact, vers l'investissement socialement responsable? On en parle avec un des gérants de l'Union bancaire privée, spécialiste de l'impact et des marchés émergents. C'est Mathieu Nègre qui est avec nous en visioconférence depuis la Suisse. Bonjour et bienvenue Mathieu. Merci beaucoup d'être avec nous. Je le disais, comment intégrer les émergents? Quelle place donner aux émergents dans les stratégies à impact? C'est un vrai sujet aujourd'hui. C'est un sujet d'ailleurs que vous avez pris assez tôt en main à l'Union bancaire privée, Mathieu, partant d'un constat que je vais vous laisser dresser, mais le constat général est quand même que les actifs émergents sont assez mal représentés, sous-représentés dans les stratégies d'investissement à impact qu'on peut voir aujourd'hui, notamment quand il s'agit de sociétés de gestion venant de pays développés. Oui, tout à fait. Ils sont mal représentés dans l'univers de l'impact listé, si vous voulez. Historiquement, les investisseurs d'impact, je dis historiquement, ça remonte à pas très loin, parce que ce n'est pas une très vieille classe d'actifs non plus, mais disons dans les 15 dernières années, on a vu des fonds orientés vers le microcrédit, vers le private equity, notamment en Afrique, qui investissaient dans les émergents. Mais quand l'impact sur le secteur coté est arrivé, la plupart des fonds se sont situés sur un créneau soit européen, soit global. Je pense qu'il est logique pour commencer, mais qui de fait limite l'émergent à peut-être 5 ou 10% de l'actif net, un peu plus dans le meilleur des cas, mais ça ne va pas chercher plus loin. Nous, il nous a semblé qu'il y avait matière à avoir une approche spécifique sur les émergents. Il se trouve qu'on utilise comme, si vous voulez, cadre de référence les objectifs de développement durable des Nations Unies, et que de ce point de vue-là, il n'y avait aucune raison de restreindre l'approche à une géographie en particulier. On avait déjà un fonds d'impact listé sur les pays développés, et donc on en a lancé un deuxième il y a un peu plus d'un an sur les pays émergents, où là la proportion d'émergents est donc d'à peu près 100%. Non, mais il faut revenir aussi sur ces ODD, ces objectifs de développement durable. 17 ODD édictés par les Nations Unies il y a plusieurs années maintenant. Enfin, non seulement il n'y a aucune raison d'exclure les émergents, justement, d'avoir des stratégies à impact spécifiques aux émergents, mais ça paraît même tout à fait cohérent si on veut répondre au playbook qui a été édicté d'une certaine manière par l'ONU. Parce que ces ODD, il faut en rappeler quelques-uns, Mathieu, c'est l'alimentation, l'éducation de qualité, l'accès à l'eau, la lutte contre la pauvreté. Enfin, on peut en lister un certain nombre comme ça qui sont beaucoup plus des problématiques de pays émergents ou en voie de développement que des problématiques de pays développés, j'imagine. Tout à fait. Les ODD couvrent énormément de thèmes, si vous voulez. Nous, on les a regroupés en 6 thèmes, 3 qui sont environnementaux et 3 qui sont sociaux. Je dirais sur la partie environnementale, du fait que les pays développés, les pays riches ont tendance à polluer plus, ils ont peut-être plus de travail à faire. Donc il y a un bémol là, mais sur tout le reste, et notamment sur les sujets dont vous parliez, au niveau du développement des infrastructures, de l'accès à l'eau, à l'électricité, à l'éducation, à l'élimination de la faim dans le monde, à l'évidence, comme j'en discutais avec certains clients, le sujet de l'accès à l'électricité ou à l'eau en Europe du Nord n'est pas véritablement, n'a pas de véritable portée politique, si vous voulez. C'est pas quelque chose qui est souvent dans les news, alors qu'ailleurs c'est beaucoup plus le cas. On investit dans les sociétés au Brésil, si vous voulez, qui investissent dans les infrastructures qui permettent de faire monter année après année le pourcentage de ménages qui ont un accès direct à de l'eau propre. Et ça, c'est un impact qui nous semble important et à ne pas négliger quand on regarde effectivement la palette des ODD. Mais c'est ce qu'il faut comprendre aussi, Mathieu. C'est-à-dire que pour beaucoup, l'idée est de se dire j'ai des entreprises dans mon univers d'investissement européen, américain, assez traditionnel, qui vont avoir des activités dans ces pays émergents pour permettre l'accès à l'eau, la lutte contre la pauvreté, etc. Mais c'est oublier d'une certaine manière qu'il y a des entreprises dans ces mêmes pays émergents qui sont orientées vers ces activités-là et vers cette recherche d'impact. Vous trouvez un univers d'investissement qui est, comment dire, avec lequel vous êtes confortable aujourd'hui quand il s'agit justement de mener des stratégies à impact dédiées aux pays émergents, Mathieu? Confortable, il faut toujours faire attention à ce mot quand on est investisseur, mais on a identifié, si vous voulez, un univers qui nous paraît tout à fait mérité, le fait qu'on ait une équipe qui soit dédiée à ce type d'investissement.
Quand on a commencé à réfléchir à ce projet, donc sans doute il y a maintenant 2 ans et demi, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est bien sûr les sociétés qui sont spécialisées soit dans l'eau, soit dans les énergies renouvelables, mais on ne savait pas exactement le contour de l'univers, et ça a été un long travail de construction de cet univers une par une, parce qu'il n'y a pas véritablement de base de données, si vous voulez, où vous cliquez sur un bouton et vous avez l'ensemble des sociétés qui ont un impact positif. C'est quelque chose de subjectif qui demande à être mesuré, qui demande à être discuté, parce que cette mesure sera toujours un peu subjective. Et donc, ça nous a pris du temps, mais on est arrivé aujourd'hui à construire, on pense qu'il y a un univers de valeurs, si vous voulez, dans notre liste de surveillance, entre guillemets, il y a à peu près 150 valeurs. Et dans l'univers impact au sens large, en comprenant small cap, large cap, dans l'ensemble des pays émergents, on arrive un peu en dessous de 400 valeurs. Ce qui nous paraît un univers suffisamment large pour ensuite faire notre stock picking et déterminer les meilleurs investissements. Est-ce qu'il ressort des sujets particuliers, des secteurs ou des types d'activités particuliers qui vous intéressent justement dans ces pays émergents en lien avec les stratégies d'impact, Mathieu ? Il y a beaucoup de choses qui nous intéressent. Je pense qu'il y a bien sûr tout un ensemble de choses qui sont en lien avec le climat. Qui dit pays émergent dit aussi certaines des grandes économies exportatrices d'Asie. Quand on pense à la révolution des énergies renouvelables ou au développement de la voiture électrique ou à tout un ensemble d'investissements qui sont faits dans certains produits qui conduisent à une plus grande efficacité énergétique, on va parler à des spécialistes taïwanais, coréens, chinois qui développent des choses qui, dans un certain nombre de cas, ne sont pas disponibles en Occident et qui sont leaders sur leur marché, si vous voulez. Donc on a investir dans cette zone-là, ça permet aussi d'avoir accès à des aspects de l'impact qui nous concernent tous, qui ont un impact aussi sur les pays développés, mais qui ne sont pas directement accessibles si vous vous en tenez aux actions coûtées à la bourse de Paris ou de Londres. Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est, bien sûr, il y a tout un ensemble, notamment du côté social, de business models qui sont moins présents ou pas présents dans les pays développés, mais qui ont une importance locale très grande. Je pense notamment à toutes les banques qui font du petit crédit, donc je pense au crédit aux petits entrepreneurs, qui soient officiellement labellisés microcrédit ou parfois fintech, parce qu'ils donnent accès aux services bancaires dans des endroits où l'accès aux services bancaires est quelque chose de rare. C'est aussi un problème en France d'ailleurs, et il y a des sociétés qui ont joué là-dessus et proposé des produits qui permettent d'améliorer l'accès aux services bancaires pour la partie de la population qui a moins accès. Mais bien sûr, ce type de problématique est décuplé, et même plus dans certains pays émergents, et on a là-dedans tout un ensemble de secteurs dans lesquels on investit. Bon, je comprends que c'est un univers d'investissement donc qui est intéressant, suffisamment profond aujourd'hui justement pour mettre en place des stratégies à impact dédiées au marché émergent. Est-ce qu'il faut comprendre aussi du côté des corporates émergents ? Alors voilà, là la question est assez vaste, mais est-ce que c'est logique, RSE, est-ce que l'intégration justement du côté des émetteurs, de ces facteurs extra-financiers, est-ce que c'est quelque chose qui monte en puissance ? Est-ce que pour des investisseurs professionnels comme vous, Mathieu, l'accès aux données, d'une certaine manière, le truc un peu basique, est-ce que vous avez accès aux données de la part de ces émetteurs émergents sur les sujets extra-financiers qui vous intéressent ? Est-ce que ça reste un travail compliqué ? Est-ce que c'est un travail très différent du travail qu'on peut mener, que les investisseurs peuvent mener auprès des corporates européens ou américains, par exemple ? Je crois qu'il faut dire la vérité à l'antenne, n'est-ce pas ? Donc c'est difficile, bien sûr. L'accès aux données est plus difficile. La prise de conscience des thématiques, qu'elles soient qu'on les labellise, ESG ou durabilité, est parfois en retard. Je dis parfois parce que c'est pas toujours. Il y a une très grande diversité, si vous voulez. Il y a des marchés comme le Brésil, l'Afrique du Sud, où la sensibilité est déjà là, le reporting est déjà là. Et on a une grande partie du travail qui est déjà fait au moment où on arrive dans le meeting avec la société. Ailleurs, ce n'est pas du tout le cas. Donc il y a un certain nombre de pays qui sont en retard. La Chine en fait partie. Si vous mesurez, si vous voulez, les ratings ESG par les grandes agences de notation pays par pays, la Chine se retrouve souvent tout en bas. Et dans nos interactions avec les sociétés, on a eu des sociétés qui nous ont dit qu'elles ne voulaient pas vraiment engager sur le sujet parce qu'elles ne se sentaient pas en charge des aspects de la responsabilité de l'entreprise, et c'était au régulateur de faire son travail. Donc il y a un grand travail de conviction, d'éducation et de recherche pour avoir les données nécessaires, mais je pense que ça fait partie du mouvement, c'est-à-dire que finalement, si vous revenez 20 ans en arrière, il y a une grande
pourcentage des sociétés européennes qui n'avaient pas non plus de politique RSE et de rapport de durabilité. Et tout ça a changé. Et en changeant, ça a eu un impact sur les différentes politiques d'entreprise, sur la pollution qu'elles émettent, sur la manière dont elles traitent leurs salariés. Et je pense que le même mouvement arrive sur les émergents. Dans un certain nombre de cas, on part de plus loin, il ne faut pas se le cacher, mais du coup, ça donne au métier de gérant une nouvelle utilité parce qu'on a l'impression de contribuer à cet effort de conviction et, si vous voulez, d'expansion de ces concepts dans l'univers émergent. Merci beaucoup Mathieu, merci pour vos remarques et la mise en perspective effectivement de ces marchés émergents et de leur place dans les stratégies d'impact que vous menez donc à l'Union bancaire privée en l'occurrence. Mathieu Nègre, gérant action, spécialiste de l'impact et des marchés émergents à l'UBP qui était avec nous en visioconférence depuis Genève. Ainsi se termine l'édition de la mi-journée de Smart Bourse. On se retrouve évidemment ce soir en direct à 18h30 sur Bismart.